sans tarder, on vous donne la parole. Vous avez la chance, une actualité américaine riche et une actualité marocaine très riche aussi. Donc voilà, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Donc, c'est encore plus difficile de venir après deux exposés brillants, mais on essaiera d'apporter une valeur ajoutée. Donc, la politique Biden façonnera-t-elle une nouvelle dynamique, infusera-t-elle une nouvelle dynamique de changement aux politiques au Moyen-Orient? Voilà toute la question. À mon avis, la politique étrangère de Biden sera une doctrine de restauration. Mais une restauration dans ce contexte s'apparente à un renversement, mais sélectif, de quelques aspects et des aspects les plus, disons, les plus grossiers de la doctrine Trump. Cependant, à mon avis, cela ne signifie pas pour autant qu'il ramènera les États-Unis à des doctrines de politique étrangère précédentes. Les États-Unis, je pense, ne reviendront pas à l'interventionnisme libéral de Clinton. Cette politique considérait que l'hégémonie américaine pouvait faire le bien commun en servant d'architecte ultime, de gardien des institutions internationales et en étant chargé de la mise en application d'un système mondial de normes démocratiques. Les États-Unis ne reviendront pas non plus à l'ère néoconservatisme de néoconservateurs de l'ère Bush qui allait au-delà en s'octroyant le droit d'utiliser la force pour faire avancer les intérêts américains, quoique dissimulés derrière une façade de Wilsonian norms, de normes du président Wilson. On peut citer comme exemple, bien sûr, la guerre d'Irak, c'est l'exemple par excellence, mais aussi le discours cadre qui lui explique et décline ces principes et articulé par Condoleezza Rice en 2005 au Caire. À mon avis, la politique étrangère sous Biden reviendra en grande partie à ce qu'Obama a mis sur pied, une doctrine de pragmatisme. Au Moyen-Orient, un tel pragmatisme signifie renoncer au rôle hégémonique et revenir à un rôle, ce qu'on dit en anglais, from domination to dominance, de la domination à la dominance. Je ne sais pas si ce terme peut être utilisé en français, mais on quittera la domination pour la dominance. Cela implique que les États-Unis peuvent atteindre certains objectifs unilatéraux lorsque les conditions sont réunies. L'exemple par excellence, c'est par exemple la pression américaine sur Hosni Moubarak à un moment clé pour qu'il quitte ses fonctions au milieu des soulèvements en Égypte. Cependant, je pense que la politique étrangère de Biden perpétuera également la tendance préexistante au retrait américain de la région, comme l'a expliqué avant moi Henry. Il rejette l'idée que les États-Unis doivent fixer les règles du jeu, comme ils l'ont fait autrefois, notamment parce que d'autres préoccupations mondiales, et plus particulièrement la Chine, exigent toute l'attention. La politique américaine en matière de droits de l'homme et de démocratisation illustrera cette idée de restauration, mais encore une fois, à mon avis, c'est la grande question. Comme a dit l'intervenant juste avant moi, c'est la grande question que tout le monde se pose. Biden reniera certainement l'abandon du discours sur les droits de l'homme de l'administration Trump, mais ce n'est pas pour autant qu'il appuiera tout azimut des réformes démocratiques et de changements politiques dans la région. C'est-à-dire, je ne le vois pas étant un avocat actif sur ce plan-là. Ces changements seront principalement symboliques. Les États-Unis dénonceront les violations des droits humains les plus éclatants et défendront, je pense, plus vigoureusement
certains militants et dissidents persécutés, par exemple comme le regretté Jamal Khashoggi. Les diplomates américains, sur ce point de vue, seront plus actifs, on le verra. Ils inviteront des dissidents et des ambassades et des opposants aux ambassades, leur octroyant des bourses à l'étranger, leur constitueront pour eux des relais de soft power, mais je ne pense pas que ça ira au-delà de ça. Je pense que c'est un appui qui va être très sélectif et très symbolique. Cependant, comme je viens de le dire, il n'y aura pas de basculement structurel vers l'unilatéralisme. Les États-Unis resteront réticents à sacrifier leurs besoins de stabilité régionale sur l'autel de l'incertitude à court terme que pourront provoquer certains événements liés aux révolutions arabes. Cela deviendra plus criant et plus évident si des nouvelles mobilisations populaires éclatent et si elles évoluent vers des scénarios de mobilisation et de protestation violentes. Je fais partie de ceux qui pensent que le printemps arabe est une dynamique permanente. Ce n'est pas un événement, qu'on est encore au milieu de ce processus. C'est un processus où les éruptions peuvent se cacher sous la surface, mais elles sont toujours là, car le moteur économique et politique du mécontentement est toujours là dans la région. Donc, cela ne manquera pas de générer des nouvelles contorsions et de nouveaux spasmes. Lorsque cela se produira, les réactions de Biden, à mon avis, refléteront pas un principe moral global, mais plutôt une volonté progressive de minimiser l'instabilité et de réduire les engagements américains. Les opportunités de défense de la démocratie seront toujours, à mon avis, contrebalancées par les contingences et par des impératifs de réelle politique. Alors maintenant, sur les crises particulières, je pense que la dynamique israélo-palestinienne est un autre exemple de restauration pragmatique. Biden annulera les gestes les plus drastiques de la politique Trump, tels que son abandon de la solution des deux États, le soutien inconditionné au gouvernement Netanyahou et la fustigation des Palestiniens. Néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'on abandonnera le transfert de l'ambassade à Jérusalem et la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan. En public, les États-Unis recommenceront à appeler à une solution des deux États et feront pression sur Israël pour qu'il mette fin à l'annexion illégale de la Palestine, du moins les aspects les plus provocants de l'annexion illégale de la Palestine. Plus fondamentalement, Biden ne bouleversera pas le déséquilibre sous-jacent qui favorise Israël par rapport à la Palestine. Donc, aussi, je pense que les États-Unis ou Biden peut-être lèvera le pied de l'accélération concernant les normalisations parce que cela malmènerait la solution aux deux États. Mais s'il y a une normalisation, ce n'est pas pour autant que l'administration Biden n'applaudira pas cette normalisation dans l'extension des accords Abraham. Donc, de plus, étant donné l'impossibilité du rêve de deux États, ceux qui espèrent une solution définitive sous Biden du conflit israélo-palestinien, je pense, seront déçus. Un troisième point de politique étrangère, donc on a parlé de droits de l'homme de manière générale, conflit israélo-palestinien. Le troisième point concerne l'attitude à l'égard de l'aventurisme militaire de l'axe ou du binôme saoudien et émirati, comme a été soulevé dans l'intervention précédente.
Je pense que là, l'exemple par excellence, c'est la guerre du Yémen, qui a été largement tolérée sous Trump. Ici, elle ne bénéficiera plus de la bonne volonté américaine inconditionnelle. Donc, si les États-Unis critiqueront l'aventurisme dans ce dossier et dans la contre-révolution en général, ils ne cibleront pas pour autant les régimes qui l'engagent, les régimes qui en sont les porteurs, à savoir les Émirats et l'Arabie saoudite. Donc, la diminution de l'interventionnisme mené par les acteurs régionaux, cependant, donnera à son tour une plus grande marge de manœuvre aux sociétés civiles. Les formes autochtones de pluralisme peuvent ensuite, s'il y a un apaisement régional dans ce contexte, on peut voir des formes de pluralisme s'ancrer et on peut voir des campagnes pour le changement au niveau national sans que les acteurs se soucient d'une éventuelle ingérence ou des excès extérieurs. De même, les États-Unis répugneront à entreprendre de nouvelles interventions eux-mêmes dans la région. Les opérations militaires américaines, si elles sont déployées, seront soigneusement coordonnées sur la base multilatérale et avec des supplétifs. Je pense là à ce que Henry Lawrence a évoqué concernant l'intervention contre ou la campagne contre Daesh. Un dernier point, bien sûr, concerne la politique étrangère de Biden dans la grande équation géopolitique au Moyen-Orient qui implique l'Iran. Avec l'Iran, Biden a déjà montré son désir d'atténuer la position agressive de Trump et de rétablir un cadre nucléaire articulé. Sa conviction est que la meilleure façon de contenir l'expansionnisme et le militarisme iranien dans la région est de passer ou de revenir à la table de négociation. Maintenant, il est clair que combien même les Iraniens veulent qu'on retourne à l'ancien accord des jures, il est clair que les Américains essaieront d'inclure dans l'agenda le programme balistique ainsi que les relations avec les Émirats et l'Arabie saoudite, comme vient d'être évoqué dans l'intervention précédente. Et là, le succès d'un réel réengagement dépend ou dépendra de l'Iran, si elle tombe, oui ou non, dans le piège israélien qui la pousserait aux représailles, comme en témoigne le récent assassinat du savant nucléaire iranien. La manière dont l'Iran réagira à ces provocations dépendra à son tour de l'équilibre politique intérieur entre conservateurs et modérés au sein du régime. Alors, si le cadre global peut être ressuscité, une détente américano-iranienne, comme dans le cas de l'atténuation des tensions géopolitiques et de la contre-révolution, là aussi, une détente américano-iranienne pourrait renouveler avec un effet modérateur en réduisant les tensions sectaires dans la région. Cela pourrait conduire en conséquence à un changement politique plus pacifique. Une détente pourrait faire ancrer encore plus la dynamique de pluralisme qu'on voit dans la région. Alors, une autre considération importante, c'est bien sûr avec la Russie. Et là, les États-Unis adopteront une stratégie plus prudente, à mon avis, de cogestion. Il y aura manifestement des intérêts divergents, on le voit déjà. L'administration Bush sera moins tolérante, ne regardera pas de l'autre côté comme le fait Trump, notamment en ce qui concerne la présence russe, par exemple, en Syrie et des autres interventions de Russie au Moyen-Orient. Finalement, avec la Turquie, même logique, mais avec des nuances. Sous Erdogan se pose de plus en plus la position d'opposition par rapport à l'OTAN et l'Occident. Les États-Unis, ici, à mon avis, et l'administration Biden chercheront à ramener la Turquie dans leur giron et à affaiblir potentiellement les relations turco-russes par des incitations positives.
En même temps, l'administration Biden équilibrera par la prudence pression pour assurer que la Turquie reste au sein de l'OTAN. Alors, dernière consigne. 30 secondes, c'est Hicham. Ah, d'accord. Alors, je passerai très vite sur la position Chine. Avec la Chine, c'est très important. Certains considérant que disons que c'est trop une contrainte supra-globale, mais en fait, la Chine, c'est très important pour le Moyen-Orient parce qu'elle n'a pas les mêmes approvisionnements en ressources hydrocarbures que les autres acteurs. Et donc, une guerre froide avec la Chine ramènera des tensions à l'intérieur du Moyen-Orient. Et justement, jettera du bémol sur la démocratisation. Finalement, un dernier point très vite qui concerne la démocratisation. Après que les États-Unis ont commencé à s'attaquer à ces crises capitales, je pense que c'est le retrait, l'abandon du populisme américain, du populisme de Trump, constituera en lui-même un exemple ou fera de l'Amérique quand même un phare en matière de restauration démocratique. Et là, ce n'est pas rien pour la région du Moyen-Orient parce que cela risque d'injecter plus d'énergie encore dans les mouvements démocratiques et dans l'élan de changement dans la région. Voilà en gros ce que je pense sont les grands contours de la politique Trump. Bien entendu, avant qu'une politique ou une doctrine pourra être ancrée, comme on l'a dit très brièvement, je prendrai 10 secondes. D'abord, Biden devra s'atteler à la crise du coronavirus. Ensuite, il devra s'atteler à l'économie. Et ensuite, il devra s'atteler à la tâche de replacer ou de restaurer le standing des États-Unis dans le système politique mondial. Et donc, je ne pense pas qu'on verra des nouvelles contours avant 5 mois, 6 mois. Voilà.